votre cerveau ne veut pas que vous changiez. Vous avez des objectifs, vous voulez apprendre, vous voulez progresser, et pourtant, vous procrastinez. Vous ouvrez votre téléphone au lieu de commencer. Vous êtes assis à votre bureau, prêt à vous attaquer à cette tâche importante qui vous attend depuis des jours, voire des semaines. Vous avez votre café, votre liste de choses à faire est bien en vue. Et pourtant, après quelques minutes à peine, votre esprit commence à dériver. Vous fixez le curseur clignotant sur l'écran vide, mais les mots ne viennent pas. Une pensée parasite en entraîne une autre. Et bientôt, vous vous surprenez à regarder par la fenêtre, à penser à ce que vous allez manger ce soir, à vous souvenir d'une conversation anodine de la veille. Vous perdez votre concentration. Ce brouillard mental s'installe, et la tâche qui vous semblait gérable il y a un instant paraît maintenant être une montagne insurmontable. Chaque notification, chaque bruit extérieur devient une excuse bienvenue pour détourner votre attention. C'est un combat interne, une lutte silencieuse que vous menez contre votre propre esprit. Et bien trop souvent, c'est l'autre qui gagne. Et que se passe-t-il ensuite? Vous cédez. Vous vous dites « juste 5 minutes sur les réseaux sociaux » ou « je vais juste répondre à ce message ». Mais ces 5 minutes se transforment en 30, puis en 1 heure. Le téléphone, posé innocemment sur la table, devient un portail vers une gratification instantanée. Un soulagement temporaire face à l'inconfort de la tâche à accomplir. Vous remettez les choses à plus tard. C'est le cycle bien connu de la procrastination. Le malaise face à une tâche, la recherche d'une distraction, le soulagement éphémère qu'elle procure, puis la culpabilité et l'anxiété qui s'installent lorsque vous réalisez que le temps a passé et que rien n'a été fait. Vous vous promettez que demain sera différent, que vous aurez plus de volonté, plus de discipline. Mais le lendemain, le même scénario se répète, vous laissant avec un sentiment d'échec et de frustration. Vous vous êtes probablement déjà jugé sévèrement pour ce comportement. Je suis paresseux, je manque de volonté, je ne suis pas assez discipliné. Nous avons tous internalisé cette idée que la procrastination est un défaut de caractère, une faiblesse morale. Mais si cette perception était entièrement fausse? Et si le problème n'était pas votre motivation, ou un manque de celle-ci? Et si toutes ces heures passées à vous blâmer, à essayer de forcer la productivité, étaient basées sur une mauvaise compréhension du véritable mécanisme en jeu? Imaginez un instant que votre cerveau, cet organe incroyablement complexe et puissant, ne soit pas programmé pour votre succès. Du moins pas de la manière dont vous l'entendez. Son objectif premier, hérité de millions d'années d'évolution, n'est pas de vous aider à finir ce rapport ou à lancer votre entreprise. Sa priorité absolue est votre survie. Et pour lui, la survie signifie avant tout la sécurité et la conservation de l'énergie. Une tâche nouvelle, complexe ou qui comporte un risque d'échec est perçue par votre cerveau primitif comme une menace. Une menace pour votre ego, pour votre statut social ou simplement une dépense d'énergie incertaine. Alors, que fait-il? Il active les freins. Il vous pousse vers des activités familières, faciles et prévisibles. Il vous incite à rester dans votre zone de confort. Le problème n'est donc pas que vous êtes paresseux, mais le fait que votre cerveau ne cherche pas votre réussite, il cherche votre sécurité. Comprendre cela est la première étape d'une révolution personnelle. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Une explication qui déplace le problème de votre identité, je suis un procrastinateur, à une stratégie. Comment puis-je travailler avec mon cerveau, plutôt que contre lui? Et ce que je vais vous dire aujourd'hui peut complètement changer la manière dont vous comprenez la procrastination. Nous allons explorer pourquoi cette tendance est si profondément ancrée en nous, et, plus important encore, comment vous pouvez la déjouer, non pas par la force, mais par l'intelligence et la compassion envers vous-même. Préparez-vous à voir ce défaut, non plus comme un ennemi à abattre, mais comme un signal à écouter. On parle souvent du cerveau, comme s'il était censé nous aider à réussir. Mais ce n'est pas sa mission. Survivre, pas réussir, pas évoluer. Pour le cerveau, l'équation est simple. Ce qui est familier est synonyme de sûr. C'est un héritage de nos ancêtres. Pour eux, le sentier connu menait à l'eau, et le territoire exploré était sans prédateur. S'aventurer hors de cette zone de confort était un pari mortel. Ce mécanisme de survie opère encore en nous. Ce n'est pas une décision consciente, mais un pilote automatique neuronal. C'est pourquoi nous trouvons du réconfort dans nos routines. C'est notre cerveau qui murmure. Ici, tout va bien, pas de danger. À l'inverse, ce qui est nouveau est perçu comme risqué.
Chaque nouveauté déclenche une alarme dans notre amygdale, le centre de la peur. Ce n'est pas que le cerveau soit paresseux, il est extraordinairement efficace pour économiser l'énergie. Analyser une nouvelle situation demande beaucoup de ressources. Face à cet effort, le retour au familier est incroyablement séduisant. Apprendre une nouvelle compétence, par exemple. Le processus initial est une montée abrupte. Le cerveau interprète cette difficulté comme un signal de détresse et se dit « C'est inefficace, arrêtons ». Changer une habitude est encore plus insidieux. Une habitude est une autoroute neuronale. Tenter de la changer, c'est comme défricher un nouveau sentier dans une jungle. Cela crée un stress que le cerveau cherche à éliminer en vous rappelant le confort de l'ancienne habitude. Donc, face à l'effort et à l'incertitude, le cerveau vous ramène systématiquement vers le confort. Ce n'est pas une conspiration contre votre ambition, c'est une mesure de protection. C'est pourquoi regarder une vidéo courte ou faire défiler un fil d'actualité semble si facile. Ces activités sont familières et offrent des récompenses instantanées. Cela semble plus naturel que de s'asseoir pour écrire la première page de ce livre que vous rêvez de créer. La tâche importante est un grand point d'interrogation, tandis que la distraction est une réponse simple et immédiate. Comprendre ce mécanisme n'est pas une excuse, mais la première étape pour le déjouer. La procrastination n'est pas un défaut, c'est un signal. Ce que tu veux faire est perçu comme trop coûteux. Ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie de protection. Après avoir exploré les mécanismes de la procrastination, nous arrivons au cœur du sujet, à l'idée la plus importante que vous devez retenir de notre discussion. Si vous avez déjà eu l'impression de vous battre contre vous-même, de lutter contre une force invisible qui vous empêche d'avancer, alors ce qui suit va tout éclairer. Voici le point clé, le changement de perspective qui peut transformer votre relation avec votre propre productivité et votre ambition. Le cerveau n'est pas votre ennemi. Répétez-le avec moi. Le cerveau n'est pas mon ennemi. C'est une vérité fondamentale, mais contre-intuitive. Nous le percevons souvent comme un adversaire, un saboteur interne qui nous pousse à la procrastination. Mais en réalité, son intention première est bienveillante. C'est un organe de survie, perfectionné par des millions d'années d'évolution pour une seule et unique mission, vous garder en sécurité. Chaque fois qu'il vous incite à regarder une série plutôt qu'à travailler sur ce projet intimidant, il ne le fait pas par méchanceté. Il le fait parce que le projet représente l'inconnu, l'effort et un risque potentiel d'échec, tandis que la série est familière, facile et sans danger. Il choisit simplement le chemin de la moindre résistance pour vous protéger. Mais, et c'est un mais capital, il ne sera jamais votre leader. Votre cerveau, dans son rôle de protecteur, est incapable de vous guider vers la croissance, l'accomplissement ou la sortie de votre zone de confort. Son rôle n'est pas de vous rendre heureux ou épanoui, mais simplement de vous maintenir en vie et d'économiser de l'énergie. Il est comme un excellent directeur des opérations qui se concentre uniquement sur la réduction des risques et des coûts, mais qui n'a aucune vision pour l'avenir de l'entreprise. Lui confier les rênes de votre vie, c'est comme demander à votre comptable de définir la mission et les rêves de votre existence. Il vous donnera toujours la réponse la plus prudente, la plus conservatrice, la plus sûre. Il vous dira de rester là où vous êtes, car c'est le seul endroit qu'il connaît et qu'il peut garantir comme étant sans danger. C'est à vous de prendre ce rôle. Vous êtes le PDG, vous êtes le visionnaire, votre cerveau est votre plus précieux conseiller, votre plus puissant exécutant, mais il ne doit jamais être le décideur final. Votre rôle est d'écouter ses craintes, de le remercier pour sa vigilance, puis de prendre une décision éclairée, en tant que leader. Vous devez lui dire « Merci pour ton avis, je comprends ta peur de l'échec, mais ce projet est important pour nous, et nous allons le faire ensemble, pas à pas. » C'est un dialogue interne conscient. Les personnes qui progressent, celles que vous admirez pour leur discipline et leur réalisation, ne sont pas nées avec un cerveau différent. Elles ont simplement appris à le diriger. Elles ont compris qu'elles ne devaient pas être esclaves de leurs impulsions ou de leurs peurs primitives. Elles dirigent leur cerveau. Elles ne se contentent pas de subir ses suggestions automatiques. Elles lui donnent des ordres clairs, des missions précises, et surtout, elles créent un environnement dans lequel il se sent suffisamment en sécurité pour coopérer. Pour diriger votre cerveau efficacement, vous devez parler son langage. Et son langage est simple. Le cerveau aime le petit, le répété, le prévisible. Il déteste le grand, le nouveau et l'incertain. Au lieu de lui présenter une montagne à gravir, présentez-lui une seule petite pierre à déplacer. Au lieu de viser une transformation radicale du jour au lendemain, introduisez une minuscule habitude répétée chaque jour. Au lieu de le laisser dans le flou d'un objectif vague, donnez-lui un plan d'action si prévisible qu'il ne pourra pas y voir une menace.
C'est ainsi que vous le rassurez, que vous contournez ces mécanismes de défense et que vous le mettez au service de vos plus grandes ambitions. La première règle est de commencer ridiculement petit, parce qu'un cerveau résiste beaucoup moins à ce qui paraît facile et sans effort. Répétez ce petit geste avant d'intensifier. L'habitude avant la performance. Récompensez chaque petit mouvement. C'est comme ça que le cerveau commence à changer de camp. Il veut surtout que vous soyez en sécurité. Vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous commencez à vous diriger. Et c'est là que la vraie transformation commence. Le savoir informe, mais l'action transforme. Quelle petite action pourriez-vous rendre tellement simple que votre cerveau n'aurait aucune excuse pour résister? Dites-le en commentaire.